Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 25 janvier. En actu aujourd'hui, passation au sein du SDIS Gland-Serine. Après 9 ans de service, le commandant Daniel Grosjean laisse son poste à Denis Caboussa. Daniel Grosjean, bonjour. Avec vous, on va revenir sur vos raisons. On reviendra également sur le rapport d'activité du corps de pompiers pour l'année 2022. En sport, retour sur le week-end dernier et sur le tournoi Ranking 1000 à Morges. Les judokas de la Côte ont brillé. Ils ont été également sur le podium avec des médailles d'or, d'argent et de bronze. On en parle avec vous, Mathieu Greul. Vous êtes l'entraîneur du judo club Morges et du judo team Nyon. Avec vous également le champion suisse Silvano Cori. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Enfin, en culture, on donnera la parole à Maxime Maillard, le journaliste de la Côte, nous présente son deuxième ouvrage intitulé Tamam. Bonjour Maxime, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Enfin, de son côté, Alexandre nous emmène sur les pistes Jura-sur-Léman. Vous le savez, avec l'arrivée de la neige, le domaine a pu ouvrir. Alexandre nous emmène pour les joies de la glisse pour une série. Il commence aujourd'hui en donnant la parole au directeur général Pierrick Amizet. Pour commencer cette émission, et dès aujourd'hui également, la rédaction a choisi de donner la parole aux candidats en lice pour les complémentaires à Nyon. Vous le savez, le 4 février prochain, les Nyonnais seront invités à voter et à faire un choix dans l'ordre du tirage au sort. Sur notre plateau, les candidats auront 5 minutes pour vous convaincre et vous séduire. Ils vont tirer au sort 3 questions pour faire parler d'eux, mais surtout pour vous convaincre. On commence tout de suite dans l'ordre du tirage au sort avec Pierre-Alain Dupuis sur la liste numéro 1 intitulée Novio Dunum. Pierre-Alain Dupuis, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat à l'élection complémentaire à la municipalité nyonnaise sur la liste numéro 1, Novio Dunum. Et je vous remercie d'avoir accepté de participer à cette interview dont le concept est simple. Vous avez ici 20 questions, vous allez en tirer successivement 3 et vous aurez 5 minutes pour y répondre. Vous êtes prêts ? On est prêt. Alors je vous propose de partir sur la première question. C'est comme la Ligue des Champions, on tire non pas les boules, mais presque, les petits papillons. Voilà, c'est parti. Et c'est la question numéro 8. Nyon, est-ce une ville de culture trop élitiste ? Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Je trouve qu'au contraire, c'est une ville qui a une très très large ouverture, une large palette d'offres. Donc, que ce soit le festival de Paléo, bien sûr. Je suis très fier de le rappeler, j'en étais à la base, puisqu'en 1977, j'étais le vice-président de ce Paléo à Colovray, on tentait une grosse aventure. Non, alors pas du tout élitiste, au contraire, je crois qu'il y en a pour tous les goûts, en beaucoup de lieux différents, avec l'usine à gaz, avec on a le festival des arts vivants. Non, je trouve que c'est vraiment un très bel éventail. Alors justement, le festival des arts vivants, est-ce que c'est là votre type de culture, ou est-ce que, comme vous venez de le dire, vous êtes plutôt un paléoliste ? Moi, je suis par tradition un paléoliste, mais dans ma carrière de Nyonnais, j'ai participé au Festival du cinéma. À l'époque, j'étais membre du jury des jeunes. Moi, je suis quelqu'un, il y a un grand buffet devant moi, je goûte un peu tout, mais j'ai quelques préférences, forcément. Alors, effectivement, paléo, c'est ma priorité à Nyon, mais ça ne m'empêche pas d'aller au Festival des documentaires. Vision du réel. Voilà, Vision du réel, voilà. Merci de m'aider. Vision du réel. Non, je touche à tout. L'important, c'est de participer aux actions nyonnaises, que ce soit en matière de sport ou de culture. Voilà, ancien vice-président du Paléo Festival, ami du syndic. Je vous propose de partir sur la seconde question. Ah ben il y en a 2. Il y en a 2, ça sera peut-être la suivante. Merci beaucoup. Et c'est la question numéro 6, et on va parler de sport. Faut-il soutenir Jura-sur-Léman ? Oui, bien sûr qu'il faut soutenir Jura-sur-Léman. C'est une magnifique région. On souffre tous du manque de neige, mais je pense qu'il faut soutenir. Et on a encore beaucoup à faire pour aider les stations de moyenne montagne à survivre. Donc moi, je suis en faveur. D'ailleurs, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des périodes qui sont extrêmement peu propices à la pratique du ski de raquette, du ski de fond ou du ski de piste. Par contre, si on est un petit peu patient, c'est encore parfaitement utilisable et je suis en faveur d'un gros soutien à toutes les activités qui font partie du bien-être général et des activités de loisirs des gens. Le ski a encore un avenir dans notre région ?
Alors, c'est une question que l'on pose un peu partout. Évidemment, on constate que les périodes d'enneigement sont beaucoup plus courtes qu'avant. Moi, je crois que le ski a encore un avenir. Peut-être une autre forme de ski, le ski de piste de mon enfance, le long de la Dôle, à Saint-Cergue, au corps de garde, la nuit. Ça, non. Je pense que ça tend malheureusement à disparaître, mais le ski a encore un bel avenir. L'activité de neige, dans sa large acceptation du terme, bien sûr, a encore quelque chose à vivre. Donc, je suis vraiment partisan de toutes les aides qu'on peut octroyer à notre belle région de montagne ici, à quelques kilomètres de Nyon. Eh bien, je vous remercie. Pierre-Alain Dupuy, je vous propose de passer sur la dernière question. Merci beaucoup. Et cette question est la suivante, c'est la question numéro 17. Quel management pour une collectivité ? Ah, ben celle-là, elle me plaît bien, cette question. J'ai toujours fait du management, enfin plutôt des préoccupations humaines, la priorité de mon management. J'ai été chef d'équipe, j'ai été rédacteur en chef adjoint dans mon ancien métier. Ce qui compte, c'est la gestion humaine. Et je pense que trop souvent dans la vie, un manager grimpe les escaliers jusqu'à devenir manager. Très bien, c'est qu'il a les compétences, les connaissances, mais souvent on néglige l'aspect du rapport humain. Et il peut y avoir de gros dégâts quand on ne fait pas preuve de respect, d'écoute, de médiation. Et voilà, alors vraiment, moi, mon management partout, et tous ceux qui ont travaillé avec moi, je suis président du Tennis Club de Nyon, le savent, moi je mets l'humain avant toute chose. Bien sûr, il y a des exigences, des objectifs, c'est la grande mode, on fixe des objectifs, c'est une chose. Mais quand on est chef, on n'a pas le droit inné d'être arrogant, méprisant. Le sens de l'écoute, solutionner, penser à l'autre, ne pas le faire souffrir, quand il y a un incendie, tenter de l'éteindre, ça c'est ma priorité dans le management. Si vous êtes élu municipal, vous allez devoir diriger un service, ça peut être plusieurs dizaines de personnes, des gens que vous n'avez pas forcément choisis et qui ne sont pas forcément issus du même corps de métier que vous. Ouais. Est-ce que vous avez les capacités de mener ces équipes et de comprendre les spécificités de chaque métier ? Mais alors, absolument, je suis convaincu, j'ai allé à l'encontre de l'autre, ça faisait partie des cours que j'ai suivis pour justement améliorer la capacité d'être un bon manager. Comprendre le métier de l'autre, aller à son écoute. Au terme du on arrive au terme. Oui, j'ai les qualités parce que même si je ne connais pas le métier de l'autre, j'essaierai de le comprendre, d'écouter ce qu'on a à me dire et de travailler en bonne harmonie. Pierre-Alain Dupuy, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes candidat à cette élection complémentaire à la municipalité nyonnaise sur la liste numéro 1, Novio Dunum. Merci beaucoup. Bonne chance. Passation au sein du SDIS Gland-Serine. Daniel Grosjean, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. En 2022, le SDIS Gland-Serine a réalisé une centaine d'interventions. Au 31 décembre, le corps de pompiers a aussi pris congé de son commandant qui remet son poste après 9 ans de service. Daniel Grosjean, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est la première fois qu'on vous reçoit d'ailleurs sans l'uniforme. Quel effet ça fait ? Faut changer. Plus sérieusement, on va essayer de comprendre pourquoi vous dites qu'il est temps de tirer le rideau. Quelles sont vos raisons ? Les raisons sont multiples, et je pense que dans notre service, on a essayé on dit toujours que les cimetières sont pleins d'indispensables, on a cessé de les alimenter. Dans le sens où on a cherché depuis longtemps à transmettre l'information, à partager les tâches, et puis au bout d'un moment, on sent que une équipe derrière, elle est prête à reprendre. Après 9 ans à la tête du SDIS, je pensais qu'il était juste de maintenant de laisser la place et puis de pouvoir donner une nouvelle impulsion pour le management du SDIS. Ouais, pour revenir sur vos termes, c'est des mots qui sont quand même durs, un cimetière, Daniel Grosjean. Pourquoi ce SDIS Gland-Serine est plein de vie, j'imagine. Si on fait le bilan de votre carrière, c'était quoi déjà le meilleur pour vous ? Le meilleur ? C'était de rencontrer des gens. Et je pense que c'était pouvoir avoir une activité au sein d'un SDIS. Un SDIS, c'est quand même un milieu qui est particulier. C'est plein de volontaires, c'est plein de gens qui ont envie d'être là. C'est des gens qui ont plein de bon sens et avec qui on trouve toujours des solutions. D'ailleurs, c'est à nous qu'on fait appel, c'est à nous qu'on faisait appel pour trouver des solutions qui étaient des situations qui paraissaient insolubles selon la situation dans laquelle on était appelé. Ouais, le plus compliqué que vous ayez dû affronter, c'était quoi ? Je ne sais pas. Comme ça, j'ai pas eu
je ne saurais pas vous dire comme ça, brûle pour point. Ouais, même le physique, on peut imaginer que c'est exigeant, il faut aussi se maintenir en forme. Est-ce que ça a pu paraître, est-ce que ça a fait pousser vos limites peut-être? Non, parce que j'ai une chance extraordinaire, c'est d'avoir une excellente bonne santé. Bon, alors c'est vrai que j'ai jamais fumé, j'ai toujours pris soin de moi, mais j'ai la chance d'avoir une excellente santé. Mais ça veut dire quoi? Que votre activité au sein du SDIS Gland-Serine, elle a quand même conditionné votre vie, on peut le dire comme ça? Ah, complètement. Complètement, oui. Bah, déjà au point de vue familial, l'organisation professionnelle, c'est quelque chose qui chamboule complètement votre vie. Hein, devoir se rendre disponible, avoir la chance de pouvoir se rendre en plus disponible de jour pour pouvoir intervenir, c'est quelque chose où ça devient un pilier central dans l'existence, effectivement. Oui. Aujourd'hui, les nouvelles recrues, est-ce qu'elles sont prêtes à ça? Il y en a, oui. Les gens on a encore plein de gens on arrive à engager plein de personnes qui ont envie de s'engager. Maintenant, il faut pouvoir trouver aussi les bons profils qui permettent aussi de pouvoir être libérés en journée, qui est la denrée la plus rare. Oui, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé lors de vos venues en plateau. J'aimerais revenir, si vous le permettez, sur ce rapport d'activité du corps de pompiers pour l'année 2022. Dans les grandes lignes, Daniel Grosjean, puisque je sais que c'était votre dernière activité à faire, notamment lors de cette séance du 31 décembre. Que dit ce rapport ? Ce rapport dit que le SDIS Gland-Serine a vécu une année un peu frénétique au niveau des activités. Notamment, on a organisé nos portes ouvertes, on a pu organisé un exercice de grande envergure avec l'armée et la clinique de la Linière. Ça, c'est pour les deux grandes activités. Il a fallu trouver un nouveau commandant, ce qui fait que ça génère passablement d'énergie pour trouver les perles rares, parce qu'en même temps, ça amenait un refondement de l'état-major, et puis assurer au jour le jour toujours les interventions, la formation, s'adapter aux nouvelles directives, et puis petite cerise sur le gâteau à la fin de l'année, des mesures à prendre pour les risques de panne d'électricité, ça c'est mon remplaçant qui lui a mis toute son énergie pour pouvoir se mettre aux normes. Quelque chose d'exceptionnel. On en parlera peut-être avec lui. On va le saluer ici parce qu'il n'a pas pu être présent avec nous aujourd'hui puisqu'il est opéré. Donc on lui envoie plein de bonnes énergies. Denis Caboussa, justement, votre successeur. Qu'est-ce qui font ses qualités, Daniel Grosjean ? Moi, ça, je pense, c'est déjà quelqu'un qui a l'écoute, qui a, comme moi, il a de nombreuses années derrière lui d'expérience, déjà comme pompier, au sein de l'état-major. Ça fait depuis 2006 qu'il est à l'état-major, donc c'est un domaine qu'il connaît. Et puis, c'est une personne qui a une grande faculté humaine, le sens de l'écoute et puis le sens du devoir et de pouvoir mener à bien, de pouvoir mener une équipe telle qu'un SDIS pour le Gland-Serine. Ouais, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il a fallu préparer cette passation, l'accompagner. Ça a passé par quoi ? Comment est-ce que vous avez passé le flambeau à votre successeur ? Oh, mais le flambeau, ça fait des années que je le transmets. En fait, passer le flambeau au successeur, c'est quelque chose qui a débuté il y a de nombreuses années, parce qu'on cherche justement à ne pas avoir de personne indispensable. C'était mon remplaçant. Donc les choses se sont faites, je crois, le plus naturellement possible. Oui, très bien. Pour la suite, pour vous, Daniel Grosjean, est-ce qu'il y a déjà des idées ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Alors déjà, essayer de profiter, de voir ce que c'est qu'une fois de ne pas avoir d'activité, de ne pas avoir de point de mire, et puis d'ouvrir le champ des possibles. Ouais, ça a commencé, d'ailleurs, j'ai pu voir sur les réseaux sociaux avec des voyages. Est-ce que ça, c'est des choses que vous avez envie peut-être de faire un peu plus ? Vous êtes parti où, d'ailleurs ? Je suis parti au Vietnam, où j'ai pu faire ma dernière intervention comme commandant. Le 27 décembre, j'ai pu éteindre l'hôtel. On a pu faire une extinction dans notre hôtel au plein centre du Vietnam. Bon, ça, c'est un petit clin d'œil. C'est symbolique, finalement, c'est une page qui se tourne, mais vous le faites dans un autre pays. Ah on se refait pas. Non, mais le fait est, oui, effectivement, voyager, ça, c'est clair, c'est toujours quelque chose qui m'a amené à réfléchir aussi sur la nature humaine, sur un peu qui on est, où on va. Donc, effectivement, c'est une chose qui m'intéresse. Daniel Grosjean, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Félicitations pour votre engagement et puis bonne suite à vous. Merci. À très bientôt. Au revoir.
Premier épisode de notre série consacrée au Jura-sur-Léman en compagnie d'Alexandre Caporal. Ce week-end, avec l'arrivée de la neige et l'ouverture du domaine, 12 000 skieurs ont foulé les pistes. Quelles conséquences pour la station des Rousses? On a donné la parole au directeur général Pierrick Amizet. Aujourd'hui, je vous emmène visiter la station Jura-sur-Léman où on peut monter tout au sommet de la Dôle. On va visiter tout ça ensemble. Pierrick Amizet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur général de cette station Jura-sur-Léman. Nous sommes le vendredi 20 janvier, jour où nous enregistrons. Premier jour d'ouverture des pistes, après juste une toute petite fenêtre à la mi-décembre, je précise quand même. Aujourd'hui, ça veut dire que la saison est enfin lancée. J'ai envie de dire enfin, c'est comme ça que vous le ressentez aussi? Voilà, il y avait de l'impatience légitime de tout le monde, à la fois tous les acteurs qui vivent du tourisme et puis la clientèle. Nous, on avait hâte de pouvoir ouvrir. Là, on a bénéficié d'un enneigement qui est bien tombé depuis le début de semaine, qui fait qu'on a à peu près 60-70 cm de piste au sommet, qui fait qu'on peut ouvrir l'ensemble de notre domaine Jura-sur-Léman, pratiquement à 100%, en tout cas ce sera le cas ce week-end, à l'ensemble de notre clientèle qui était impatiente d'en découdre. Allez, c'est parti. Quelles conséquences, du coup, pour une station comme Jura-sur-Léman, avec une saison qui arrive tardivement? Alors c'est toujours effectivement pénible. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, autour de Noël, l'enneigement est des fois, somme toute, assez précaire. Mais ce n'est pas propre à cette année, ni effectivement une tendance globale. C'est le cas depuis plusieurs années. Même par le passé, les anciens nous disent bien que Noël était un petit peu aléatoire. Donc tous les acteurs sont impatients, c'est légitime. Beaucoup de gens ici vivent du tourisme. Nos propres salariés, on est pas loin de 180 personnes sur l'ensemble de la Sogestar, donc l'hiver. Donc ça veut dire un manque à gagner, clairement, pour vous, d'ouvrir un 20 janvier? Alors c'est un manque à gagner, oui, effectivement. Donc on fait un peu le dos rond, on limite nos charges, on est très vigilant, effectivement. Allez, première piste. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'ensemble, à la fois sur la station des Rousses, autour du massif de la Dôle, il y a d'autres activités qui sont proposées. Comme quoi ces activités d'ailleurs? On densifie les programmes d'animation, on a tout un service animation événementiel, donc il y a beaucoup d'activités de jeux qui sont mises en place, d'activités de petits théâtres, de théâtre marionnettes, des groupes de musique qui viennent, etc. pour dynamiser. Eh ben, la neige est excellente, mais il fait froid. On a l'impression que ce manque de neige, c'était un peu sur toutes les lèvres, avec justement cette période de Noël où la neige a manqué. Et du coup, aujourd'hui, les inquiétudes commencent à monter, si j'ose dire. On se dit, mais quel avenir, en fait, pour le Jura et pour les stations de ski dans le Jura? Est-ce que vous êtes inquiet, Pierrick Amizet, de l'avenir, avec peut-être peu d'enneigement? Non, alors on veut pas tomber dans une sinistrose qui est des fois un petit peu trop entretenue, à mon goût. En tout cas, on a projeté effectivement l'enneigement à travers des études qui sont portées par Météo France, notamment en France, qui s'appellent Clim Snow, et qui projettent l'enneigement de manière très précise sur les massifs pour voir jusqu'à quand on peut prévoir de la neige. Notre ambition, elle n'est pas, on se doute bien qu'à terme, peut-être, il y aura des difficultés. En tout cas, sur les 20, 25, 30 ans qui viennent, il y aura encore de la neige. Peut-être pas assez pour ouvrir toute une saison d'hiver, c'est-à-dire que si les semaines d'ouverture viennent à se réduire, c'est peut-être un problème pour vous? Il y aura une concentration de la neige, c'est-à-dire qu'il y a des versants qui seront plus ou moins en difficulté. Donc ce qui est important, c'est d'avoir cette vision, de concentrer notre activité sur les points qui sont encore enneigés. Et le bas ici des DAP est un coin enneigé. Donc c'est bien pour ça que des investissements ont été consentis à la fois sur les appareils, à la fois sur l'offre de service, pour justement continuer à entretenir cette neige. Par contre, effectivement, ce qui est important, c'est la diversification d'activités. Et le Jura a été toujours dans cette forme de diversification. Oui. La moyenne montagne, globalement, est déjà diversifiée, à la fois sur les activités neige, mais sur les activités aussi hors neige. Et dans ce programme d'investissement transfrontalier, on réfléchit beaucoup aux activités d'été, comment mieux les mettre en avant et comment mieux développer une offre d'été également. Pierrick Amizet, je vous souhaite du coup une belle saison d'hiver en attendant l'été bien sûr, mais déjà bon ski et puis bon enneigement ici. Je vois que vous êtes en tenue, donc il ne reste plus qu'à y aller. Il faut continuer à y aller et profiter. Merci, voilà, très belle merci journée. À vous, ouais.
Et oui, tout le monde aura retenu la tenue d'Alexandre, casque, sac à dos, il était équipé, c'est parfait. On va rester en mouvement avec notre page sport. Je vous en prie, Mathieu Greul, Silvano Cori, venez me rejoindre sur ce plateau. Avec vous, on va revenir sur le week-end dernier. Le tournoi Ranking 1000 à Morges. Les judokas de la Côte se sont distingués en vue des sélections pour les championnats suisses. Silvano Cori, vous avez décroché la médaille de bronze. Félicitations déjà. Merci. Elle est affichée où cette médaille? Où est-ce que vous l'avez accrochée? Moi, je les accroche à côté de mon lit. À côté du lit? Ouais. Bon, on va y revenir. L'objectif, c'est de revenir évidemment sur ce week-end. Mathieu, on va le dire, hein, les jeunes du club, ils ont brillé. On va citer Thibaut Bassi, médaille d'or, Alexandre Bender, médaille d'argent, Tristan Carque, médaille de bronze. Ça veut dire quoi? Vous avez été de très bons éléments à Morges et à Nyon. J'imagine que vous êtes fiers. Oui, on a un joli groupe chez les moins de 18 ans, donc chez les garçons. On avait 4 fers de lance, les 4 ont tous fini sur le podium avec des bons résultats et puis une manière qui nous a aussi, un engagement sur le tapis qui nous a bien plu. Ouais, cet engagement, il passe par quoi? Comment on explique justement ces bons résultats? Alors, c'est des jeunes qui commencent à avoir un projet sportif, un projet personnel axé autour du sport de haut niveau, qui s'entraînent tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Donc, les résultats sportifs, là, ils commencent à venir à la hauteur de leur engagement et puis ça fait plaisir de voir que le travail paye. Ouais, Silvano Cori, qu'est-ce qui représente pour toi justement ces entraînements? Est-ce que vous pouvez nous dire combien de fois par semaine vous vous entraînez? Qu'est-ce que ça représente au niveau de votre semaine? Comment votre temps d'entraînement il est réparti durant la semaine? Je m'entraîne tous les jours. À cet âge-là, on est obligé de s'entraîner tous les jours si on va avoir quelques résultats. À part le judo, je peux faire quasiment uniquement mes devoirs et l'école et le résultat. Je le passe avec mes parents parce que j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Mais pour moi, ce qui est important, c'est le judo. Est-ce que c'est pas un peu frustrant justement de ne pas avoir du temps libre pour d'autres activités, très franchement? Moi, c'est ce que j'aime. Alors pour moi, c'est comme ça que je prends mon temps et c'est ça qui m'importe. Oui, alors aujourd'hui, vous êtes champion suisse M18 dans la catégorie moins 45 kilos. Ça veut dire que vous êtes en compétition pour la prochaine, une 3e place que vous avez obtenue. La prochaine catégorie, c'est les moins 50. Comment ça s'est passé déjà ce week-end-là de sélection pour vous? Si jamais j'ai combattu cette fois en moins de 50. Vous faites bien de corriger. Et comment ça s'est passé? Au début, je me suis rentré moyennement dans la compétition, mais j'ai bien réussi à me rattraper et je suis monté en puissance au fil des combats. Ouais. Mathieu, qu'est-ce que vous pouvez dire de Silvano? Quelles ont été ses qualités? Bon, il vient de changer de catégorie de poids. L'année passée, il combattait en moins 45 kilos. C'est là qu'il a fait son titre de champion suisse. Maintenant, la catégorie, c'est moins 50. Il faut qu'il prenne un petit peu ses marques. C'est vrai que sur le début de la compétition, c'est souvent là qu'il est le moins performant. Et puis au fil des combats, il arrive à monter en puissance. Et puis là, il y a une défaite. C'était quoi, en quart de finale? Quart de finale. Et puis ensuite, il a pu remonter les repêchages, gagner la médaille de bronze avec la manière. Donc ça fait plaisir. Puis c'est quand même un résultat qui est bon à prendre. Oui, alors on a parlé des championnats suisses qui vont se dérouler à la fin de l'année. Mais avant ça, il y a la Coupe d'Europe en avril. Est-ce que vous allez y participer? Oui, alors ça fait 2 ou 3 ans que c'était plus possible. Mais dès cette année, la Fédération suisse ouvre quelques Coupes d'Europe aux clubs et aux centres régionaux. Pour autant que les athlètes remplissent certains critères sportifs, ce qui est le cas de Silvano, ce qui est aussi le cas de certains autres garçons du groupe. Et puis l'idée, c'est d'aller avec le club participer à cette Coupe d'Europe pour leur offrir une expérience internationale avec une forte opposition. Ouais, ces critères, c'est lesquels? De tête, comme ça, il faut avoir fait un top 5 au championnat suisse, il faut remplir les directives de la fédération par rapport aux entraînements dans les centres régionaux, et puis ou avoir fait un top 7 dans un tournoi de détection. Ouais. Comment est-ce que vous vous sentez, Silvano, en vue justement de la suite? Dans quel état d'esprit vous êtes? Je suis plus motivé que jamais et ça me motive. Je suis extrêmement content. Ouais, sur quels aspects de votre performance vous souhaitez encore travailler? Sur la garde. Et c'est ça que j'ai encore un petit peu amélioré. Et après, je pourrais bien m'amuser. Ouais. S'amuser, hein, ça aussi c'est important et j'espère que vous le gardez, vous le partagez avec vos jeunes. Les autres temps forts de l'année pour le Judo Team Nyon et pour le Judo Club de Morges, c'est lesquels, Mathieu? Alors comme chaque année, fin d'année, cette année ça sera pour décembre, les championnats suisses individuels qui sont quand même importants pour nos jeunes, qui sont sélectifs pour les activités avec l'équipe nationale aussi. Donc ça, bien évidemment la Coupe d'Europe en avril, si tout va bien, il devrait y en avoir une 2e à Berlin en octobre, donc ça c'est les temps forts principaux. On se réjouit en tout cas que vous nous rameniez encore plein de médailles avec vos jeunes. Mathieu, Silvano, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous, à très bientôt. Merci. Au revoir.
On passe à notre page culture. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Maxime, bienvenue. Avec vous, on va parler de votre deuxième ouvrage intitulé Tamam, une chronique à la rencontre de la Turquie pour se trouver vous-même. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on a pu lire que c'était un récit d'amour naissant entre un journaliste suisse et son amoureuse russe qui se retrouvent à Istanbul au moment de la reconversion de Sainte-Sophie en mosquée. Racontez-nous. Oui, le point de départ, c'est vraiment ça. Disons, les circonstances qui m'ont amené à Istanbul, ce n'était pas cet événement historique qui était la reconversion de Sainte-Sophie au culte musulman, c'était une relation amoureuse avec une femme qui est devenue ma femme d'ailleurs, Larry Sage, et qui, à l'époque, vivait en Russie et qui a dû quitter clandestinement, si on peut dire, la Russie, parce que c'était pendant le Covid. Le pays était fermé, elle a dû traverser les forêts biélorusses pour rejoindre Minsk et prendre un avion vers Istanbul. Et Istanbul était en fait le plus petit dénominateur commun pour qu'on puisse se rencontrer. Ça, c'est le déclencheur, c'est l'impulsion vers Istanbul. Mais ensuite, je me suis retrouvé pris en fait dans la masse et la foule des fidèles qui ont afflué ce jour-là, c'était le 24 juillet 2020, vers la basilique Sainte-Sophie. Et je me suis retrouvé un petit peu coincé d'une certaine façon, puisque les gens ont commencé à déplier leur tapis de prière 5 minutes avant le début de la bénédiction. Et je n'ai pas vraiment pu faire marche arrière ni marche avant. Je me suis trouvé un mur depuis lequel j'ai pu observer en fait, cette grande procession, ce grand moment en fait, collectif. Bon, c'est intéressant, j'ai déjà envie de vous poser la question, mais à ce moment-là, vous ressentez quoi ? Je suis dans le voyage. C'est pour ça que ce livre a existé. C'est que j'en ai d'abord fait un article journalistique, comme je travaillais à la Côte, mais aussi au Courrier. Donc j'en ai fait un article. Et puis ensuite, quand je suis revenu en Suisse, j'ai raconté l'histoire oralement à un ami qui m'a dit « Ah, mais ce que tu racontes est beaucoup plus intéressant que l'article que tu as écrit. Tu devrais développer. » Et c'est comme ça que le livre, peu à peu, est né comme un reportage d'abord, un reportage qui ensuite est devenu, s'est imprégné de plus en plus de littérature et aussi de l'expérience personnelle. Oui, imprégné de vous, j'allais le dire. On sait que l'écriture, c'est toujours un don de soi, mais là, vous vous mettez carrément à nu. Oui, c'était une manière d'établir un pacte avec le lecteur. Dire « je », c'était la chose la plus simple pour moi. C'est le jeu à la fois du journaliste, mais qui assume peut-être plus sa subjectivité que quand il écrit 4000 signes ou une page A4. Et puis, donc c'était ça que je voulais, c'était essayer de revenir sur ce qui s'était passé à l'intérieur de moi pendant cette bénédiction de Sainte-Sophie. C'est 2 heures de prière, en fait, ce qui était assez intense, et on passe par différents états émotionnels. Ouais, alors vous mettez en lien plusieurs pays, plusieurs cultures également, la Russie, l'Istanbul ou la Suisse, on comprend pourquoi puisqu'il y a eu ce parcours, mais je sais que vous avez également fait des études en sociologie. Aujourd'hui, et vu le contexte sociopolitique, cette guerre en Ukraine, est-ce que ce livre prend aussi peut-être un sens différent ? Je ne sais pas. Je pense que ça serait plutôt au lecteur de le dire. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de dépasser justement le filtre politique. C'est pas un livre qui est habité par la réflexion politique, même si c'est un livre politique. Enfin, tous les livres sont politiques d'une certaine manière, mais je ne saurais pas vraiment répondre à cette question parce que j'ai essayé de ne pas entrer dans ces considérations pour me concentrer sur ce que j'observais, sur ce que je voyais, sur ce que je sentais pendant ce temps à travers... C'est aussi un récit de voyage qui nous emmène ensuite à travers les plaines anatoliennes jusqu'à Konya, où nous avons été accueillis par un couple de jeunes mariés. Konya, qui était la ville des derviches tourneurs, et qui est devenue une ville ultra-conservatrice. Donc on peut dire que les effets de la politique d'Erdogan et son tournant un peu conservateur peuvent s'observer dans certaines parties de la Turquie. Oui. Tamam, qui signifie « je t'ai compris », je crois. En quelle langue d'ailleurs ? Tamam, c'est un mot, en tout cas qui existe en turc, c'est un mot arabe aussi, c'est un mot qu'on trouve aussi dans la Bible hébraïque. C'est un mot qui signifie l'idée de l'achèvement, de la complétude, mais disons que dans la langue courante turque, quand on est un touriste et qu'on ne parle pas le turc, c'est un mot très utile, parce que dans les conversations, ça permet de dire « ok, d'accord, très bien ». Je t'ai compris, j'ai compris l'autre. Et qu'est-ce que vous avez compris de vous-même, Maxime Maillard, et peut-être de votre relation, de cette histoire d'amour ? Je crois que Tamam, ça signifie aussi ça. C'est une forme d'adhésion à l'élan du voyage, et en l'occurrence aussi à l'élan amoureux, puisque ces deux aventures, en fait, se sont recoupées dans ce voyage.
Et j'ai l'impression, au fond, que si on rentre à reculons dans une histoire amoureuse, ça ne va pas très bien marcher. De la même manière, dans un voyage, si on refuse ce qui s'offre, les appels qui croisent votre route, eh bien, ça sera un voyage moins, disons, intense que ce qu'on peut vivre si on accepte les appels, les invitations. Ouais, je vais rester sur ces mots parce que ça me parle. Maxime Maillard, merci beaucoup d'avoir Merci. été avec nous. Votre ouvrage, Tamam, où est-ce qu'on peut le trouver? Dans toutes les librairies. On peut aussi le commander sur le site des éditions La Baconnière ou Amazon, enfin les plateformes. Ouais. Un troisième déjà en cours d'écriture? Alors, un livre en cours d'écriture, oui, mais ce sera un livre d'entretien, un entretien long, qui est une forme que j'avais envie d'explorer. D'accord, on garde le suspense, je sens, je ne vais pas vous embêter quant à savoir qui. Merci beaucoup Maxime. Merci. À très bientôt, très belle journée à vous. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme, à demain.